Allez, aujourd'hui on s'attaque à un monument du bac de français, Les Lettres d'une Péruvienne de Françoise de Graffigny. C'est une œuvre publiée en 1747 et c'est surtout un incontournable absolu qu'il faut vraiment maîtriser pour l'épreuve. Alors, pour bien entrer dans ce roman, le point de départ parfait, c'est cette fameuse question. C'est Graffigny elle-même qui la cite dans son avertissement. Elle vient des lettres persanes de Montesquieu, et franchement, elle dit tout. Elle capture vraiment l'idée centrale du livre, le choc des cultures, et cette surprise, ce vertige, quand on voit ses propres habitudes remises en question par le regard de quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ça, le projet de Graffigny. Elle imagine une héroïne péruvienne, Zilia, et hop, elle la plonge dans le Paris du XVIIIe siècle pour qu'elle le regarde avec des yeux complètement neufs. Ensemble, on va décortiquer comment ça marche, ce procédé, et on va en extraire tout ce qui est essentiel pour le bac. Bon, voilà le programme. D'abord, on se penche sur l'univers du roman. Ensuite, focus sur le personnage de Zilia. On fait un petit arrêt sur la forme, le roman par lettres, avant d'attaquer les grands thèmes, le regard de l'étrangère et l'émancipation féminine. Et bien sûr, on termine avec des conseils concrets pour l'épreuve. C'est parti! Première chose à savoir, et ça c'est vraiment crucial pour l'examen, c'est que cette œuvre est associée au parcours officiel. Un nouvel univers s'est offert à mes yeux. Cette phrase, elle est tirée du roman et elle va être notre fil conducteur. Ce parcours, en fait, il nous demande d'explorer la découverte sous tous ses angles. Pour Zilia, son voyage forcé du Pérou à la France, c'est d'abord bien sûr une découverte géographique, mais c'est surtout un immense basculement intellectuel. Un nouveau monde, une nouvelle langue, de nouvelles coutumes, tout la force, et nous force par la même occasion, à réévaluer ce qui nous semblait complètement évident. Et maintenant, on arrive au cœur vibrant du roman, son héroïne Zilia. C'est à travers elle, à travers ses yeux et sa sensibilité, que Françoise de Graffigny va pouvoir déployer toutes les idées du siècle des Lumières. Le parcours de Zilia, c'est une véritable odyssée de transformation. Au début, elle est arrachée à son monde, le Temple du Soleil au Pérou. Ensuite, elle est sauvée en mer par un officier français d'Éterville et débarque à Paris. Là, elle passe de la stupeur des débuts à une analyse super fine de la société qui l'entoure. Et quand le drame personnel la frappe, quand elle apprend que son fiancé Asa l'a trompée, elle ne s'effondre pas. Au contraire, c'est ça le point crucial. Elle refuse d'épouser d'Éterville, qui est pourtant amoureux d'elle, et elle choisit une vie d'indépendance, consacrée à l'étude et à l'amitié. Pour l'époque, une trajectoire pareille, c'est juste du jamais vu. Pour faire passer toutes ces idées, Graffigny utilise une forme qui était ultra à la mode au XVIIIe siècle, le roman épistolaire, le roman par lettres. Et ce n'est pas du tout un choix anodin. L'intérêt de cette forme, c'est l'effet d'immersion qu'elle crée. Ça donne une impression de réel, de confession, comme si on lisait un journal intime. Mais Graffigny, elle pousse le truc encore plus loin. On ne lit que les lettres de Zilia. On n'a jamais les réponses d'Asa. Ce choix radical nous enferme dans sa conscience, nous fait vivre ses découvertes et son évolution de l'intérieur. Le monde n'existe qu'à travers son regard à elle. Et ce regard, justement, c'est la clé de voûte du roman. C'est un procédé littéraire hyper puissant qu'on appelle le regard étranger. Le principe est aussi simple que génial. En faisant décrire la France par quelqu'un qui n'en connaît aucun code, Graffigny expose toute l'absurdité de coutumes que les Français de l'époque ne voyaient même plus. La fausse naïveté de Zilia devient une arme de critique sociale redoutable. Elle s'étonne de tout. Le vide des conversations, la tyrannie de l'argent, la condition complètement paradoxale des femmes. Cette citation, c'est l'illustration parfaite de la finesse de sa critique. Zilia met le doigt sur ce paradoxe fondamental. D'un côté, une galanterie de surface, et de l'autre, un mépris profond et une assignation à un rôle purement décoratif. C'est d'une lucidité implacable. En fait, tout le roman repose sur cette opposition de valeurs. D'un côté, le monde inca, qui est un peu idéalisé bien sûr, mais qui incarne la nature, la communauté, la sincérité. De l'autre, la société française, qu'elle perçoit comme un théâtre d'artifice, d'individualisme et de superficialité. Et c'est de ce choc que naît toute la portée philosophique du livre. Allez, on aborde maintenant un des aspects les plus modernes et les plus forts du livre, le parcours de Zilia en tant que femme qui s'émancipe. Et là, pour l'époque, c'est une idée vraiment radicale. Ce qui est fascinant, c'est que cette soif de connaissance, elle ne débarque pas avec son arrivée en France, non. Cette citation le prouve. Déjà au Pérou, Aramoisa l'encourageait à s'instruire, parce qu'il refusait qu'elle soit limitée à son rôle biologique. Son émancipation intellectuelle a donc des racines profondes, ce n'est pas juste une conséquence du choc culturel. Son évolution la plus spectaculaire, c'est sa redéfinition des relations amoureuses. Elle passe de l'amour-passion pour Asa, un sentiment total, aveuglant, presque une forme de servitude, à une proposition complètement nouvelle pour d'Éterville, l'amitié. Une amitié qui serait fondée non pas sur la passion, mais sur la raison, l'estime mutuelle, l'égalité. C'est un modèle de relation révolutionnaire où la femme devient l'égale intellectuelle de l'homme et pas seulement un objet de désir. Et tout ça,
Ça nous amène à la fin, le bouquet final du roman. Zilia ne choisit pas un autre homme, elle ne retourne pas au Pérou, non, elle choisit une troisième voie, le célibat heureux, l'indépendance. Elle s'achète une maison, elle s'entoure de livres, et elle trouve son bonheur dans la sérénité, dans l'étude, loin du tumulte des passions. En 1747, proposer une fin pareille, c'est d'une audace absolue. Ok, maintenant que les grandes lignes de l'œuvre sont claires, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on mobilise tout ça le jour du bac ? Il faut penser à ces grands axes pour construire une argumentation solide. Premier point, la critique sociale via le regard étranger. Deuxième point, l'émancipation féminine par le savoir. Troisième point, la transformation du roman, qui glisse du sentimental vers le philosophique. Et enfin, à ne pas oublier, la question de l'altérité, la difficulté à communiquer et la critique en filigrane du colonialisme. Et s'il y a un truc à retenir absolument, c'est que ce roman appartient à ce qu'on appelle la littérature d'idées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'histoire d'amour, finalement, n'est qu'un prétexte. Le vrai but de Graffini, c'est de faire passer une thèse, de nous faire réfléchir sur la société, sur l'éducation et sur la place des femmes. Et pour conclure, une question qui synthétise bien toute la modernité de l'œuvre et qui peut donner une super piste de réflexion. Zilia, en choisissant les livres plutôt que le mariage, peut-on dire qu'elle est la première héroïne féministe moderne ? Voilà une excellente base pour construire une argumentation. J'espère que cette analyse aura été utile. Bon courage pour les révisions.